for the worst, comme Jean-Luc l'a déjà indiqué. Je crois que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment en fait l'ampleur de cette crise. Je crois que les marchés financiers sont parmi les premiers qui sous-estiment en fait la crise et son ampleur. Je compare souvent la crise qu'on est en train de vivre avec une explosion nucléaire. Alors d'abord, on a le grand flash de l'explosion, et puis on a la grande vague de pression qui est là. Je ne vois plus la présentation maintenant. Voilà. Il y a la vague de pression qui est destructrice. Et puis, par après, pour des années, on va encore voir la radiation nucléaire qui va nous impacter. Alors, je fais aussi la comparaison avec la crise qu'on est en train de vivre maintenant. D'abord, le grand flash nucléaire, c'était le lockdown, en fait, le confinement qu'on a vécu, qui a eu un impact, certain impact économique. Et puis, il y a maintenant, disons, la vague de pression qu'on va vivre les semaines, les mois, même les années qui viennent. Il y a certaines entreprises, certaines sociétés qui ne vont pas pouvoir survivre dans une économie à 1,5 mètre. Hein, ça vont être des business models qui vont pas être tenables à long terme. Et puis la radiation. Ça, c'est en fait les conséquences à plus long terme, les dominos qui vont tomber. Euh, si nous nous rappelons bien, quand on avait la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, personne n'avait attendu que cet événement-là allait mener à la presque implosion de la zone euro. C'était aussi une conséquence directe de l'implosion de Lehman Brothers. Lehman Brothers, puis crise financière, crise économique, puis secouement de l'Union européenne, zone euro, et puis presque l'implosion de la zone euro. Maintenant, avec une crise qui a une ampleur qui est plus large que celle qu'on a vécue lors de la crise financière, va avoir des impacts aussi. Pour vous l'illustrer, regardez peut-être sur le prochain slide, qui était la première page du New York Times du 9 mai 2020. Alors là, vous voyez le taux de chômage ou l'emploi aux États-Unis, la croissance ou la contraction de l'emploi aux États-Unis entre 1945 et maintenant. On voit les barres en beige, c'est en fait une croissance de l'emploi. Les barres en rouge, c'est une contraction de l'emploi. On voit très clairement les différentes crises qu'on a vécues. Dans les années 70, il y avait la crise pétrolière, puis de grandes crises début des années 80, puis on a eu la bulle dot-com début des années 2000, puis crise financière, et puis maintenant, vous voyez la barre qui est extrêmement négative, une chute de presque 4 millions d'emplois. Alors, j'avais d'abord regardé cette première page, ça m'a vraiment frappé, mais quand on regarde en fait la page dans sa totalité, ça révèle encore une situation qui est encore pire. Si on passe au prochain slide, et le suivant, vous voyez très clairement, j'ai tourné la page du New York Times sur son... je l'ai tourné de 90 degrés. Hein, vous voyez immédiatement que c'est une perte non de 4 millions d'emplois, mais de 20 millions d'emplois. Et c'était que quelques semaines après le confinement aux États-Unis. Alors en réalité, maintenant, on a perdu presque 30 millions de jobs aux États-Unis. C'est pire que n'importe quelle récession qu'on a eue au XXe siècle, si on fait abstraction naturellement des guerres mondiales. Le suivant, c'est intéressant parce que là, on voit très clairement ce que ça signifie pour la Belgique. La Belgique, en fait, c'est la croissance annuelle du PIB par habitant. Alors, c'est la prospérité qui est générée par habitant entre 1847 et 2021. Ce sont des chiffres d'André de Coster, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, qui fait en fait, qui compare en fait cette crise actuelle, hein, 2020, une chute, une contraction de 7,6% du PIB par habitant, la prospérité par habitant. Si on compare ça avec la période de l'après-guerre, on n'a jamais eu une période aussi mauvaise pour la croissance que 2020. Et on doit même aller regarder les deux guerres mondiales
ainsi que la Grande Dépression. La Grande Dépression dans les années 30, en 32, on avait une contraction de la prospérité, une perte de prospérité de 5% pour la population belge. Ce qu'on est en train de vivre maintenant euh, dépasse largement même la Grande Dépression. Même là, on voit, quand on regarde l'impact économique pour la planète entière, ici j'ai les chiffres, les prévisions de l'OCDE pour la contraction de l'économie pour 2020. Il y a deux scénarios. Il y a le single hit, ça veut dire on a eu le confinement, on a eu le virus, et maintenant c'est sous contrôle et on va lentement redémarrer l'économie. Le double hit, ça veut dire qu'on va de nouveau avoir de confinement, qu'on va, va voir le virus qui réapparaît, comme en Portugal, comme en Texas maintenant, comme en Allemagne, et ça veut dire que l'impact sur l'économie va encore être pire. Vous voyez ici, sur cette illustration-ci, la Belgique se trouve entre le Portugal et l'Islande. L'Espagne, la France, l'Italie, c'est les croissances ou les pertes la perte d'activité économique qui sont vraiment parmi les pires des pays de l'OCDE. Quels pays ont fonctionné le mieux? Quels pays vont avoir un impact qui n'est pas aussi significatif qu'en Belgique ou dans d'autres pays? Corée, la Chine, l'Australie, le Danemark, le Japon, la Norvège, l'Autriche, contraction de l'économie de 6-7%. La Belgique va probablement terminer avec une contraction de son économie de presque 10%. Alors c'est gigantesque pour une économie comme la Belgique. Sur le slide suivant, la grande question, c'est naturellement, est-ce qu'on va avoir un redressement en V, en U ou en L? Alors, en V, ça veut dire naturellement une chute brutale de l'économie et puis redémarrage qui est aussi spectaculaire. Ça voudrait dire qu'on n'a pas d'impact sur, sur la partie offre de l'économie, que chaque entreprise reste en vie, qu'il n'y a pas vraiment de jobs qui sont perdus de façon permanente et qu'on n'a pas à avoir de crise de second tour, hein, crise de zone euro, crise financière, crise des pays émergents, qu'on ne va pas avoir de crise. Je crois que tout le monde, sauf Morgan Stanley, je crois que tout le monde a abandonné le scénario de reprise en V, parce qu'on voit très clairement que même avec la résurgence du virus partout, ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Je donnerais peut-être 10% de probabilité à ce scénario-là. Deuxième scénario, c'est un redressement en U, ça veut dire une chute brutale de l'économie, mais puis un redressement qui va être beaucoup plus lent. Redressement comparable avec le redressement qu'on a eu dans la grande crise financière de 2007-2009. Ça veut dire la partie offre de l'économie va être impactée, les faillites, taux de chômage qui va monter. Il y a certains business models qui vont plus fonctionner dans une économie qui fonctionne à 1,5 mètres. Hein, disons des cafés, des restaurants, des hôtels, des événements. Ça va être extrêmement difficile pour eux. Euh, Beaucoup d'entre eux vont faire faillite et ça va naturellement impacter le redressement. Hein, un redressement où il y a plein d'entreprises qui font faillite, ce n'est pas vraiment un redressement. Et troisième, c'est redressement en L. Bon, ce n'est pas vraiment un redressement. Hein. La chute, la partie verticale, ça c'est clair, mais le L, la partie horizontale, ce n'est pas vraiment un redressement. Ça veut dire qu'on va avoir des faillites, qu'on va avoir un taux de chômage qui monte, mais qu'on va aussi avoir des effets de deuxième tour, crise bancaire, parce qu'ils vont devoir prendre des pertes énormes, crise de la zone euro, parce que l'Italie va voir monter son endettement vers un niveau grec, etc., etc. Ça veut dire que le redressement va vraiment être impacté. Quand on regarde les probabilités, disons que pour moi, 10% de probabilité redressement en V, 60% redressement en U et disons 30% redressement en L. Redressement en L, ce n'est pas vraiment un redressement, ça signifierait que c'est vraiment la Grande Dépression. Hein, ça, c'est ça. L'impact sur la dette et les déficits. Le slide suivant, vous voyez de nouveau les prévisions de l'OCDE. Quel va être l'impact naturellement sur la dette et les déficits? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'endettement des pays va monter pendant cette crise. Alors d'abord, il y a le déficit même. Il y a
Une chute de l'activité économique, ça veut dire les revenus de l'État sont sous pression, ils vont baisser, sans doute, et les dépenses vont monter. Le chômage temporaire, le chômage technique, les mesures de relance, ça va coûter au gouvernement. Ça, c'est la première chose, un déficit qui monte. Deuxième chose, et ça c'est important pour ne pas oublier, dans l'endettement de l'État, qu'est-ce qu'on fait? On divise euh, la dette nominale par le PIB. Qu'est-ce qu'on voit dans cette crise? Il y a la dette nominale qui monte, et il y a le PIB qui baisse. Alors, le ratio va monter d'une façon spectaculaire. Alors, par exemple, de nouveau, ici en bleu, c'est le scénario single hit. En rouge, on va additionner en rouge, ça c'est le scénario double hit. Alors, par exemple, pour la Belgique, alors, dans un scénario single hit, il y a l'endettement de la Belgique qui va monter de 15 points de pourcentage. Dans un double hit, ça va être plus de 25%. Par exemple, l'Italie, ils vont voir monter aussi leur endettement cette année-ci, simplement cette année-ci, avec 17 points de pourcentage. Vous savez, le pays OCDE moyen va voir monter son endettement cette année-ci de 109 du PIB jusqu'à 137% du PIB. Ça veut dire que le pays moyen de l'OCDE transforme en cette année-ci un pays qui était comme la Belgique, avec un endettement belge, et qui va transformer dans un pays avec un endettement italien. Ça, c'est en fait le pays moyen OCDE se transforme d'un Belgique dans une Italie. Alors, très clairement, un endettement qui monte. Quels pays sont en train de dépenser de l'argent? Alors, maintenant, vous voyez ici des chiffres qui viennent de Bruegel. C'est un think tank à Bruxelles qui spécialise dans l'Europe, l'Union européenne, la BCE, etc. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait les mesures de relance qui ont été prises par de différents pays. Il y a Belgique, Danemark, la France, etc. Il y a trois différentes catégories de sortes de relance, de sortes de stimulus qui sont donnés. Alors d'abord, il y a le immediate fiscal impulse, c'est l'impact direct discrétionnaire de, euh, d'une mesure de relance. Puis deferral, c'est en fait le TVA que vous pouvez payer délai de 3 mois ou d'étaler dans l'avenir de 6 mois, de 9 mois. Ça, c'est deferral. Et puis, il y a d'autres garanties ou d'autres mesures de liquidité. Pour moi, le plus important, c'est le premier. C'est l'impact fiscal direct de l'économie. Qu'est-ce que vous voyez? La Belgique, en totalité, 0,7% du PIB en stimulus direct. Vous savez que l'impact sur l'économie va être de 10% pour la Belgique. Le gouvernement va reprendre 0,7. Il va prendre l'argent euh, des générations qui viennent. Ça, c'est l'endettement. Quand vous vous endettez en tant que gouvernement, vous prêtez de l'argent de vos enfants, de vos grands-enfants pour le dépenser maintenant. Ça, c'est ce que la Belgique est en train de faire et les autres pays aussi. 0,7 pour la Belgique, 2,1 pour le Danemark, 2,4 pour la France, plus de 10% pour l'Allemagne, puis aussi les Pays-Bas, 3,7%, Royaume-Uni, États-Unis, etc. Alors, qu'est-ce qui est clair? C'est que les pays qui étaient relativement riches avant la crise, les pays qui avaient fait des épargnes avant la crise, qui avaient un budget en équilibre, qui avaient un endettement de l'État qui était relativement faible, peuvent stimuler leur économie beaucoup plus. Vous voyez, le Danemark, une bonne santé, leurs finances publiques étaient en bonne santé. L'Allemagne, la même chose. Les Pays-Bas, la même chose. Ils peuvent faire ça simplement parce qu'ils avaient, avec un endettement de Pays-Bas qui est en dessous de 60% du PIB, l'Allemagne qui est en dessous de 50% du PIB, alors là, vous avez de l'argent. Les Pays-Bas ont donné une prime de 1 000 euros à tous les infirmiers, tous les médecins qui ont travaillé pendant la crise. La Belgique n'a pu donner 300. C'est en fait la différence. Quand vous vous préparez avant une crise, vous avez plus d'argent à dépenser. Et vous voyez même ça sur le slide suivant, vous voyez même ça euh, dans une autre comparaison. C'est une illustration qui vient de The Economist, qui montre en fait que la chute économique, la chute, par exemple, en Allemagne
ce n'est que 7%. La contraction de l'économie n'est que 7%, la baisse du PIB, tandis que le stimulus est presque 10% du PIB. L'Italie, par contre, ils vont connaître une contraction de leur économie de presque 12% et le stimulus est beaucoup plus faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays qui étaient relativement forts déjà avant la crise, qui ont bien géré la crise, ont beaucoup plus d'argent pour dépenser sur leur économie, tandis que ceux qui étaient relativement faibles, Espagne, Italie, France, n'ont presque pas d'argent pour payer pour le redressement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la divergence au sein de l'Union européenne va encore monter. Les pauvres vont devenir beaucoup plus pauvres, tandis que les riches ne vont pas subir le même sort et, disons, la divergence en Europe, ça va encore monter. Quand est-ce que le redressement va être là? Quelle sorte de redressement est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va voir? Il faut d'abord savoir un peu sur la pandémie elle-même, le Covid, le corona lui-même. Alors, d'abord, première diagnose, on a paniqué beaucoup trop tard. Vous savez très bien, quand vous avez des examens, vous devez étudier pour les examens, quand vous paniquez 3 mois avant les examens, vous avez encore plein d'options. Étudier un peu plus, chercher de la consultance, mieux gérer votre temps. Il y a plein de choses que vous pouvez encore faire. Mais lorsque vous paniquez 3 jours avant l'examen, il n'y a presque rien que vous pouvez faire. Vous allez simplement subir les conséquences. Alors, c'est en fait la même chose qui s'est passée maintenant. Nassim Taleb, que vous connaissez sans doute, qui a écrit Black Swan, qui a écrit Anti-Fragile, qui a écrit Skin in the Game, il a écrit une note le 26 janvier de cette année-ci, il a écrit une note, il a dit, quand on est confronté avec une maladie qui est plus infectieuse que la grippe, qui a une mortalité plus élevée que la grippe, et on ne sait pas grand-chose sur cette nouvelle maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut paniquer au plus vite que possible. Parce que c'est un processus qui n'est pas linéaire. C'est 1 devient 2, devient 4, devient 8, devient 16, devient 38. C'est un processus qui est exponentiel. Alors, le plus vite qu'on est, le plus qu'on peut faire encore. Même la Chine, on a calculé que si la Chine aurait réagi 3 semaines plus tôt, elle aurait pu éviter 96% des décès. Alors, c'est ça la même chose pour la Belgique aussi. Alors ici, vous voyez ça aussi sur l'illustration. Sur l'échelle horizontale, vous voyez, lorsque les pays ont décidé pour faire le confinement, combien d'infections avaient-ils déjà? Alors, par exemple, la Norvège, le Danemark, ils ont décidé de faire un confinement quand il n'y avait que 1000 infections. Vous voyez immédiatement que les décès excédentaires qu'ils ont eus ne sont pas là. Ils n'ont pas vraiment eu une mortalité excédentaire vis-à-vis les années passées. Tandis que, par exemple, l'Italie, elle a attendu jusqu'au moment où les infections dépassaient largement les 100 000 avant d'introduire le confinement. Alors là, vous allez avoir une mortalité excédentaire qui est vraiment spectaculaire. Alors, le plus vite que vous réagissez, le moins que vous allez avoir en termes d'impact sur la mortalité excédentaire et sur l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre sur l'infection? Quelle sorte de cycle est-ce qu'on va avoir? Il y a 3 scénarios qui ont été faits par l'Université de Minnesota. Alors, d'abord, il y a le peaks and valleys. Ça veut dire on a eu un pic d'infection, on a eu le confinement, ça a réduit les infections, puis on a lâché les mesures, puis les gens vont s'infecter de nouveau, ça va monter de nouveau, puis on va devoir réintroduire une sorte de confinement. C'est une sorte de répétition de ce qu'on a vécu au printemps. Puis, il y a le scénario le plus pire, ça c'est en fait, disons, un pic, mais qui est gigantesque en automne. Ça veut dire tout le monde se réunit à l'intérieur, tout le monde se voit, tout le monde s'infecte. Alors, ça veut dire qu'on va avoir un impact énorme sur l'économie, mais aussi sur le système de santé. Et puis, troisième scénario, c'est le slow burn. Ça veut dire on va avoir une infection à Lisbonne, on va avoir une infection
je sais pas quoi, en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais on va pouvoir gérer ça d'une façon euh, beaucoup plus coordonnée que la première vague. Il ne faut pas espérer qu'on va avoir un vaccin qui va être disponible d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça va durer un certain temps. Disons, il y a un papier qui est sorti en 2014, c'était un papier qui est publié, qui est un papier hollandais, qui a calculé que le vaccin moyen, du moment où on a commencé à le développer jusqu'à l'introduction, c'est en moyen, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Maintenant, on a eu l'avantage de SARS et de MERS, etc. On sait déjà ce qu'on doit chercher, mais disons que ça va prendre du temps. En plus, hein, on a parlé avec quelqu'un qui conseille le Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Euh, il conseille l'Organisation mondiale de la santé, il conseille aussi le Bill Gates Foundation. On a besoin de 5 milliards de doses, 10 milliards de doses pour être vraiment sûr, mais c'est largement, ça excède largement la capacité de production des grands producteurs de vaccins. C'est GSK, Sanofi, Pfizer et Johnson Johnson. Par exemple, GSK, qui est le plus grand, peut faire 750 millions de vaccins par an. Et en plus, qui va obtenir le vaccin comme le premier? Est-ce que ça va être les Américains, les Français, ceux qui l'ont commandé, ceux qui ont investi dans la recherche et développement? Ça, c'est encore une grande question. Et en plus, hein, il y a des gens qui se méfient des vaccins. Il y a des gens même qui pensent que le vaccin, c'est une sorte de micropuce qui va être injectée euh, pour faciliter à Bill Gates de suivre les gens partout dans le monde, etc. Ça, c'est un peu amusant, mais il y a des gens vraiment qui l'indiquent. Il y a un tiers des Français qui ont indiqué que lorsqu'il y a un vaccin qui est disponible, ils ne vont pas le prendre. Non. Alors, le slide suivant, quand le vaccin va être développé, quand on va pouvoir traiter la maladie d'une meilleure façon, est-ce qu'on va voir un retour au normal? Je ne pense pas. Il y a certains événements qui ont lieu, qui sont des événements qui sont rares, mais qui ont lieu, et tout d'un coup, toute notre vision, toute notre manière de voir les choses, l'économie, la société, la politique, etc., ont changé pour toujours. Par exemple, à gauche, vous voyez une explosion nucléaire. On a eu deux bombes atomiques qui ont été utilisées en pratique dans la réalité. C'est Hiroshima et Nagasaki, dans un délai d'une semaine. C'est la seule fois qu'on les a utilisées comme vraiment comme une arme, mais le fait qu'on pouvait les utiliser a changé pour des décennies la façon dont la planète entière, la défense, la préparation pour un conflit nucléaire allait se dérouler. Ça a vraiment changé notre façon de voir les choses. Les attentats terroristes du 11 septembre, la même chose. C'est presque 2 décennies que c'est derrière nous, mais la façon dont on échange les données, la façon dont on prend un avion, les mesures de sécurité, les policiers partout, etc., ça a changé de façon permanente notre mode de vie. Ici, Harvey Weinstein, la même chose. Hein, il y a le scandale qu'on a eu, harcèlement des femmes, la façon dont on regarde relations entre hommes-femmes euh, euh, au boulot, la représentation des femmes dans la politique, dans les conseils d'administration, ça a changé d'une façon permanente. Je crois que cette fois-ci, ça va être la même chose. On l'a vu une fois, ce que c'est le confinement, ce que c'est l'infection. Est-ce que vraiment les bisous, ça va jamais retourner? Je ne sais pas. Hein, que l'on secoue la main de quelqu'un, je ne sais pas. Les grands événements, je ne sais pas. Mais on va voir les choses d'une autre façon. Alors, ce slide, on va le passer. Puis le prochain slide. The New Normal, qu'est-ce que ça veut dire? Une société à 1,5 mètre. Les applications qui vont vous suivre pour, disons que la santé, toujours été quelque chose de privé. C'est à moi de déterminer si je partage
disons, ma condition de santé avec les autres, ça va être dans le passé. Votre santé, ce n'est plus quelque chose qui est privé. Vous devez, quand on vous contrôle sur votre température, quand vous entrez en avion, quand vous entrez dans l'aéroport, c'est quelque chose qui va être permanent. Il faut une fois aller en Corée ou en Singapour, en Indonésie, là, on a vécu ce que c'était SARS, on fait ça encore maintenant. Le gouvernement va connaître une croissance sérieuse, hein. Disons que le gouvernement est en train d'entrer partout dans l'économie. Il y a la France qui soutient Renault, qui soutient Air France, il y a les Hollandais qui soutiennent KLM, il y a Lufthansa, il y a la nationalisation de Alitalia. Et vraiment, le gouvernement qui va voir augmenter son pouvoir. C'est eux sur lesquels on compte pour le redressement, et c'est eux aussi qui vont déterminer, disons, la division du pouvoir au sein de l'économie. Stress sur la cohésion sociétale. Il y a des gens euh, qui ont su travailler pendant cette crise, dans le confinement. Il y a d'autres gens qui vont perdre leur job. Ils ne vont pas retrouver un boulot. Ceux qui travaillent dans des hôtels, des restaurants, des cafés, les magasins, alors là, ils vont avoir un temps qui est très difficile. Tandis que ceux qui sont dans des jobs qui sont plutôt digitales, qui sont des profils ICT, pour eux, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on va aussi avoir une sorte de pression sur la cohésion sociétale. Les gens qui vont perdre, les gens qui vont gagner. Ceux qui ont pu faire des calls de Zoom les semaines ou les mois passés ne doivent pas craindre, hein, ne doivent pas avoir peur parce qu'ils vont garder leur job. Mais ceux qui ont été sur chômage technique, alors pour eux, ça va être beaucoup plus difficile. Et aussi le stress ou la pression sur la santé mentale. On l'a toujours oublié, on a regardé la courbe, hein, il faut flatten the curve. Les infections, le virus, c'était la seule chose qui comptait, mais on va avoir des effets de second tour. On va avoir euh, la santé mentale qui va être sous pression. On va avoir euh, disons, des maladies qui n'ont pas été traitées, comme le cancer les mois passés, parce que tout le monde avait peur, qui vont maintenant entrer en hôpital une phase qui est beaucoup, beaucoup plus, trop tard. Mais ça veut dire aussi, on va avoir beaucoup de secteurs qui vont perdre, beaucoup de secteurs qui vont disparaître, peut-être, hein, c'est la création destructrice. La destruction est en train d'avoir lieu, mais il y a aussi beaucoup de ces nouveaux secteurs qui vont apparaître, hein, des nouveaux business models, des façons de travailler, de nouveaux produits, de nouvelles façons euh, pour vraiment essayer de faire des produits pour les consommateurs, pour les entreprises, etc. Alors, quel scénario pour l'avenir? Il y a disons, trois switches qui vont déterminer pour moi comment l'avenir va se dérouler. Alors, d'abord, il y a le vaccin. Est-ce qu'on va avoir un vaccin vite, oui ou non? Je ne crois pas vraiment, hein. Peut-être le bouton au milieu. Est-ce que le comportement des gens va changer? Peut-être le mettre au milieu aussi. Je crois qu'il y a euh, certaines choses qui vont changer à permanence. Et troisième, c'est les effets de second tour. J'estime que, pour moi, l'effet de second tour le plus important, c'est la santé de la zone euro. Je crains qu'on va tôt ou tard avoir une répétition de la crise de la zone euro. N'oubliez pas que fin de cette année-ci, l'Italie va terminer avec un endettement de 160-170% du PIB. Ça veut dire que l'Italie s'est transformée en une sorte de Grèce. Mais c'est la troisième économie de la zone euro, alors ça veut dire que ça va poser automatiquement un problème. Est-ce que les Autrichiens, les Hollandais, les Finlandais et les Allemands vont vouloir payer pour l'Italie, un pays qui a encore les prépensions à 58, tandis que les Hollandais prennent leur retraite à 67? Ça, c'est encore une question qu'il faut se poser. L'Italie qui manque 100 milliards de revenus fiscaux chaque année parce qu'elle ne sait pas encaisser le TVA. Est-ce que vraiment les Hollandais doivent payer pour ça? Disons, les tensions vont monter au sein de l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Le changement est inévitable, hein, quand on passe au prochain slide. Et Milton Friedman qui a une fois dit que le changement est inévitable, le statu quo, c'est le normal, mais maintenant on va avoir
un changement qui est gigantesque. Peut-être passer à la Belgique, le slide de la Belgique. Alors, avant la crise, qu'est-ce qu'on avait pour la Belgique? On était déjà dans un équilibre qui était un mauvais équilibre. On avait en fait un endettement du gouvernement qui dépassait les 100% du PIB. On avait déjà un déficit, en dépit du fait qu'on était en haute conjoncture. Normalement, il faut avoir un surplus. Le déficit, c'était pour plus tard. Réduire l'endettement, c'était pour plus tard. Alors, plus tard, c'est aujourd'hui. On a un endettement qui est beaucoup trop élevé pour encore pouvoir faire beaucoup pour l'économie. On n'avait pas assez de réformes structurelles. Le prépension, c'était une sorte de fantôme euh, des années 70 qui a été introduit lors de la crise des années 70-80, mais qui est encore chez nous. Ça veut dire un demi-siècle qu'un tel phénomène reste encore chez nous. Et il y a encore, alors, pas de réforme, pas assez de réformes et pas assez de cohésion politique. Alors, après la crise, maintenant, on a trois scénarios pour la Belgique. Alors, le premier scénario, quant à moi, pour la Belgique, c'est le bon. Hein. Il y a les trois, c'est le bon, la brute et le truand. Le bon, ça c'est, disons, euh, le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, c'est la politique du Nord et du Sud se réalise que bon, maintenant c'est le moment de vraiment renouveler la Belgique, digitalisation du gouvernement, efficacité du gouvernement, infrastructure, investissement, beaucoup plus de personnes qui ont un job, etc. Vraiment, tout le monde s'est réuni autour de ce nouveau projet. C'est un peu comme la Suède dans les années 90. Donc, il faut voir les années 90 pour la Suède, c'était vraiment le cauchemar, endettement de l'État qui était très élevé. Il y avait les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, ça dépassait les 60%. Quand on parle maintenant de la Suède comme un pays qui a beaucoup de succès, disons, ça a commencé dans ces réformes des années 90. C'est pour moi le scénario bon pour la Belgique. Puis on a, disons, la brute, c'est vraiment une panne persistante de la Belgique. Pas de réforme. On a un déficit, euh, on n'arrive pas à un consensus pour réduire les dépenses ou augmenter l'efficacité de l'État, et on choisit la route la plus facile, ce que la Belgique a toujours choisi, c'est une augmentation des impôts. Les impôts montent, ça veut dire que les impôts montent, on perd notre attractivité en termes de terre d'accueil pour les investissements, notre compétitivité, elle baisse, notre croissance sous pression, ça veut dire que le déficit reste élevé, on augmente de nouveau les impôts, et ça c'est en fait un peu l'Italie comme au début des années 2000. Elle n'a rien fait en termes de réforme, elle n'a rien fait en termes de réforme structurelle. Ça serait, disons, le scénario, hein, la brute. Et puis, il y a le truand, ça c'est en fait la gabégie. C'est la Belgique comme la Belgique des années 80. Là, on avait aussi une sorte de mal-governo en Belgique. On a eu 9 gouvernements dans une décennie. L'endettement public qui a monté d'une façon spectaculaire. On avait une crise communautaire et une crise économique qui se combinaient. Et ça veut dire bon, pour la Belgique, ça serait la plus mauvaise scénario. Ça, ce sont pour moi les trois scénarios les plus importants pour la Belgique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Back to normal. Hein? Maintenant, on peut avoir un vrai changement en Belgique. Hein? C'est comme Friedman l'a dit déjà dans le passé. On a le potentiel de changer, mais si on change, ça dépend vraiment de la politique dans sa totalité. Alors, comme conclusion, avant de passer aux questions, ce qu'on voit, c'est que les pays les plus faibles ont été impactés le plus sur le plan virologique, mais aussi sur le plan économique. Ils n'ont pas géré la crise de la meilleure façon. L'Italie n'a pas géré la crise comme l'Hong Kong l'a fait. Il y a des gens qui ont dit, ah voilà, la meilleure raison pour laquelle il ne faut pas réduire l'importance de l'État dans notre économie. Il faut se rappeler que l'État en Belgique, l'État en France, l'État en Italie représente plus de 50% du PIB. Tandis que dans des pays qui ont vraiment géré la crise, comme
Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, l'État est 10% du PIB. Alors, la gestion de la crise n'a rien à voir avec la taille du gouvernement. Ça, c'est la première chose. Mais les pays qui sont les plus faibles ont été impactés le plus. Il n'y avait pas vraiment de réponse européenne. C'était d'abord chacun pour soi-même. L'Italie qui a nationalisé sa propre euh, société d'aviation à l'Italia, la France qui a fait la même chose pour Air France, les Hollandais, les Allemands. Nous, on n'a presque rien à nationaliser, on n'a pas d'argent non plus. Alors, c'était tout le monde chacun pour soi. Maintenant, il y a un plan européen qui va arriver. Il ne faut pas oublier que ce plan, ça ne va pas vraiment rapporter quelque chose à la Belgique. Hein, les premières indications, c'est que ce plan va coûter 750 milliards d'euros. 500 milliards, c'est des dons. Et 250 milliards, c'est vraiment la Commission européenne qui va lever les fonds elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la Belgique, en totalité, elle va payer 26 milliards à ce fonds de sauvetage. Et la Belgique, elle va recevoir en retour 12 milliards. Alors, en net, ça va nous coûter 14 milliards. C'est une bonne chose pour l'Italie, une bonne chose pour l'Espagne ou pour la Grèce, mais pas pour la Belgique. Maintenant, c'est la BCE qui doit faire tout. Hein, il y a plein de liquidités partout. Ce n'est pas quelque chose qui est tenable à long terme non plus. Il y a ceux qui pensent que la BCE peut résoudre cette crise. Non. Je crois que la BCE peut éviter que la crise devienne encore pire, mais elle ne peut pas résoudre la crise. Hein? La seule chose qui peut nous sauver, c'est vraiment l'Union européenne qui a un plan, qui a la coordination entre les pays. Ça peut nous sauver. En plus, on a encore, disons, ce que j'ai appelé un power grab par les plus grands pays en Europe. Renault, qui a reçu, c'était 5 milliards de l'État français, mais à condition qu'il n'y ait aucun job qui soit supprimé en France. C'est l'État français, en fait, qui impose à Renault que des jobs soient supprimés en Roumanie, en Mexique ou je ne sais pas où. Ça, c'est en fait le nationalisme dont on n'a pas besoin. Et certainement, pour une économie qui est petite et qui est ouverte comme la Belgique, l'ouverture des frontières, le commerce international, la globalisation, le projet européen, c'est extrêmement important. Et finalement, tout ce que j'ai dit sur les prévisions, les anticipations, le redressement de l'économie, tout dépend de quelque chose sur lequel on ne sait pas grand-chose. On sait déjà beaucoup, mais on ne sait pas de quelle façon le virus va se développer. On a des analogies historiques, hein, et on a eu la grippe espagnole, etc. Mais si le virus revient, maintenant il y a Lisbonne qui est en lockdown, il y a certains États américains, comme le Texas, euh, qui avaient planifié de relâcher le confinement, qui doivent le réintroduire. Tout dépend vraiment de ça. Alors, pour résumer, un choc économique qui est le plus important depuis la Grande Dépression, en Europe, la conséquence, c'est que les pays les plus faibles deviennent encore plus faibles et les pays les plus riches, les plus forts restent relativement forts et la divergence est en train d'augmenter. La Belgique doit faire en sorte qu'elle n'est pas considérée comme une sorte d'Italie à la mer du Nord. On a un endettement qui est grand. On a un choc économique qui est plus grand que la moyenne européenne et on n'a pas vraiment une gestion du pays à l'heure actuelle. Alors, ce sont des faiblesses pour la Belgique et c'est ça en fait qui est important pour nous. Il faut qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait un plan pour le long terme, il faut qu'il y ait concertation entre les régions, le nord et le sud, pour que la Belgique essaie de se redresser au plus vite que possible. Ça, c'était en fait la vision. Et maintenant, naturellement, je suis prêt à répondre des questions. Un tout grand merci et un chapeau pour le respect impeccable du timing, ce qui laisse la place pour traiter la question. Pour embrayer tout de suite avec la fin et la prise de conscience, un petit peu l'appel aux armes que vous venez d'exprimer, pour la Belgique spécifiquement, compte tenu de toutes les contraintes que nous avons, la difficulté de prendre des décisions, mais s'il y avait une recommandation à prendre, où est-ce que l'action devrait se porter? Dans quel domaine en matière d'investissement? Quel type d'investissement? Quel type de dépenses faut-il absolument privilégier?
et par opposition, quelles mesures sont absolument à oublier parce qu'elles ne vont pas nous aider à nous en sortir, parce que le défi est vraiment beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine. Alors, merci pour la question. Je crois que la Belgique, ce que la Belgique faisait déjà avant la crise, on a toujours préconisé la consommation et pas l'investissement. On l'a vu partout. Tout ce qui était investissement, si c'est infrastructure, si c'est matériel militaire, euh, si c'était digitalisation du gouvernement, on ne l'a jamais fait. On pas assez. Ça veut dire on n'a pas assez investi, on a beaucoup trop consommé. Fonctionnaires, sécurité sociale, beaucoup de gens qui ne travaillent pas en Belgique. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'investissement. Les investissements verts, disons, l'indépendance énergétique pour la Belgique. Hein, il faut investir dans l'énergie pour la Belgique. L'infrastructure, c'est très important aussi, faut investir là aussi. Digitalisation du gouvernement, c'est extrêmement important. On a maintenant, hein, il y a plein de données qui sont disponibles dans d'autres pays parce qu'ils ont un gouvernement qui est extrêmement digital, des données que nous, on n'a pas. Alors ça, c'est pour moi important. Chaque investissement, chaque dépense de l'État ou du gouvernement qu'on fait maintenant, on va le faire avec des déficits, avec un endettement plus élevé. Ça veut dire, je prête de l'argent de mes enfants et de mes grands-enfants. Ça veut dire pour moi, quand je prête de l'argent de mes enfants et de mes grands-enfants, il faut au moins que la croissance dans l'avenir soit plus élevée que maintenant. Que l'argent que je prête de eux pour investir, il faut que ça contribue à une hausse de ma croissance potentielle. Par exemple, quand je creuse le déficit pour pouvoir introduire le prépension à 55, ça n'aide pas mes enfants, ça n'aide pas mes grands-enfants. Ça aide ceux qui peuvent prendre leur retraite maintenant, mais ça n'aide pas la croissance, la prospérité future. Alors ça, je supprime. Par exemple, quand je creuse le déficit, je prête de l'argent de mes enfants et de mes grands-enfants, pour augmenter les salaires de tout le monde, ça n'aide pas la croissance future. Tandis que quand j'investis dans les éoliens, les panneaux solaires, l'infrastructure, le 5G, digitalisation du gouvernement, ça va aider la croissance future. Alors, je peux dire à mes enfants, j'ai prêté de l'argent de toi, mais au moins, en revanche, tu reçois une économie dans une meilleure santé quand toi, tu vas devoir travailler ou payer des impôts dans l'avenir. Ça, c'est pour moi, disons, le critère clé pour déterminer ce qu'on doit faire. Mmh. Julie, une question. Selon le directeur du bureau du plan, qui sera d'ailleurs notre prochain intervenant à la mi-août, il paraîtrait que la crise se déroulerait sur une période pouvant aller jusqu'à 2025. Alors, avec le déficit estimé actuellement de 10%, déficit budgétaire, peut-on imaginer un redressement d'ici 2025? Je crois que ce qui est le problème, hein, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, maintenant, on a un déficit, mais bon, c'est une période exceptionnelle. On a eu un confinement de quelques mois, et puis l'année prochaine, pas de confinement, alors le déficit va très vite retourner. Je ne crois pas que c'est le cas. D'abord, on a chuté, la chute était extrêmement brutale. Ça veut dire que les revenus de l'État sont sous pression, vont baisser, mais les dépenses de l'État sont relativement constantes. Ils ne baissent pas. L'économie a contracté de 10%. Ça veut dire que si on veut garder les dépenses de l'État constantes en pourcentage du PIB, il faudrait couper les dépenses de l'État de 10% aussi. Mais ça ne se passe jamais. Les fonctionnaires ne vont jamais accepter une baisse de leur salaire de 10% ou, euh, ou la perte de 10% des emplois ou une réduction du budget de la sécurité sociale de 10%. Alors, les dépenses restent à un niveau relativement élevé, tandis que les revenus sont extrêmement bas. Alors, les revenus vont évoluer avec l'économie elle-même. Elle a chuté comme ça. On avait un déficit, disons, de 2%. On chute vers là. Et puis, le redressement va être comme ça, tandis que les dépenses vont être constantes dans le meilleur cas. Parce qu'on va avoir la pression sur les pensions, sécurité sociale, soins de santé. Ça va mettre pression à la hausse sur les dépenses, tandis que les revenus n'y sont pas. Alors, je crois que
euh, l'endettement va monter et aussi l'endettement, tôt ou tard, va aussi freiner le redressement. Quand les marchés financiers vont se réaliser que la Belgique est un pays qui n'a presque pas de croissance, qui a un endettement qui est considérable, etc., je crois qu'on est faible. Alors, il ne faut pas ajouter l'instabilité politique à ça non plus, parce que là, ça nous rendrait extrêmement vulnérables. Je lis une question. Quels seront les secteurs qui seront le plus pénalisés dans le futur? On a touché un mot, mais Disons que tout ce qui est proximité des gens. Chaque secteur où il y a la proximité des gens va être touché. Ça veut dire les grands bureaux, les grandes surfaces, les bureaux où on met des centaines de gens sur un seul plateau, où il y a la circulation de tout le monde, vont être impactés. Est-ce que les gens, maintenant, la capacité de l'SNCB est à 10%? Ça veut dire qu'ils transportent 10% des passagers qu'ils transportent normalement. Stib, De Laine, Tech, etc., presque la même chose. Est-ce que les gens vont encore se déplacer à des milliers vers Bruxelles pour faire un boulot à des centaines sur un seul plateau, en toute proximité de leurs collègues, quand on sait ce qu'il va avoir comme impact sur disons, le virus? Je crois que ces secteurs vont être impactés. Tout ce qui est hôtel, restaurant, café, il y en a certains qui vont disparaître. Hein, ceux qui, par exemple, le Comme Chez Soi ou d'autres restaurants, alors là, on avait déjà beaucoup de place entre les tables. Alors, ils avaient déjà des tarifs extrêmement élevés, pas de problème. Ceux qui fournissent des pizzas à la maison avec des petites motos, alors pas de problème non plus. Ils respectent la distance. Mais ceux qui sont au milieu, qui ont besoin de 200 clients pour pouvoir euh, euh, payer les fournisseurs et tout ça, quand tout d'un coup, ils n'ont que 50 clients par jour ou 40, 60, ils vont avoir des problèmes. Tourisme, la même chose. Je crois que tout ce qui est proximité va être touché et tout ce qui est digitalisation va bénéficier. OK. Une question concernant la coordination européenne. Comment est-ce que vous la jugez finalement, cette coordination européenne? Est-ce que vous êtes vraiment impressionné par les décisions qui ont été prises ensemble, par la solidarité qui a été témoignée, qui était un petit peu timide au départ et puis qui en a surpris, même si les décisions ne sont pas encore concrétisées? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment s'y fier ou faut-il vraiment, en tant que Belge, compter sur nous-mêmes d'abord? Je crois qu'il faut compter sur nous-mêmes parce que quand il y a solidarité européenne, c'est pas l'Europe qui va être solidaire avec nous. Hein, quand je l'ai déjà évoqué, les 750 milliards qu'on va dépenser, hein, le plan de sauvetage européen, ça va être payé par les pays les plus riches. Nous, on est un pays riche. Comme je l'ai dit, les premiers plans, ce qui était sur la table, c'était 26 milliards qui avaient été payés par la Belgique. Hein. C'est notre poids dans l'Union européenne. On va devoir payer ça, 26 milliards, et on va recevoir 12 milliards. Ça veut dire, en net, ça nous coûte 14 milliards. Je me rappelle que lorsqu'on a remplacé les F-16 par les F-35, on a eu des débats publics pendant des années, hein, sur est-ce que c'est nécessaire, oui ou non, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut rester membre de l'OTAN, est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose. C'était 4 milliards. 4 milliards de débats pendant des années, partout. Maintenant, on parle de 14 milliards et j'ai entendu personne parler de ça. C'est important pour moi euh, qu'on garde l'Union européenne, qu'on fait quelque chose. Mais au moins, il faut avoir un débat. Aux Pays-Bas, il y a ce débat. Les Pays-Bas disent, nous, on s'est moqué de nous avant la crise parce qu'on était beaucoup trop économe. On avait un excédent budgétaire, on avait une dette publique qui baissait. On s'est moqué de nous. Et maintenant, tout le monde est là pour réclamer de l'argent de nous parce que nous, on est les plus riches. Euh, alors là, je crois que la Belgique doit faire en sorte qu'on pèse sur ce débat. Et maintenant, je crois qu'on compte beaucoup trop sur la Banque centrale européenne. Ce n'est pas quelque chose qui est bon à long terme. Je crois que l'Union européenne peut se renforcer dans cette crise, hein, parce qu'on a besoin de solidarité, on a besoin vraiment d'une structure qui est là pour guider le redressement. Mais c'est au pays de décider cela. D'accord.
À votre avis sur un ensemble de mesures dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, euh, que faut-il faire? Bon, il y aura un déficit très, très, très important, on parle de 45-50 milliards. Alors, quelle est la solution pour en sortir? Accroître les impôts sur les sociétés, les personnes physiques, taxer la fortune, taxer les plus-values sur les actifs financiers, instaurer une microtaxe. C'est un des débats très actuels qu'on entend pour le moment. Disons, un déficit de 50 milliards, je dois dire que je trouve que le 50 milliards est encore beaucoup trop optimiste. Euh, Moi, j'étais un compte de 80 à 90 milliards. Je vais vous dire pourquoi. Les Pays-Bas, l'année passée, 2019, avaient un surplus budgétaire de 18 milliards. Ils comptent cette année-ci sur un déficit de 92 milliards. Ça veut dire, euh, en totalité, c'est 110 milliards qu'ils creusent en termes de déficit. Ils passent de 18 milliards de surplus vers 92 milliards. 110 milliards, 110 milliards que ça baisse. Naturellement, vous allez dire, les Pays-Bas sont un pays qui est plus grand que la Belgique. Ah oui, c'est vrai. C'est presque 100%, 50% plus grand que la Belgique. Ça veut dire, si euh, aux Pays-Bas, c'est 110 milliards qu'on perd en termes de budget, ça veut dire que pour la Belgique, ça serait aux alentours de 70 milliards. Si j'ajoute les 70 milliards avec les 12 milliards de déficit que j'avais déjà, j'arrive à un nombre entre 80 et 90 milliards. Les Pays-Bas estiment que cette année-ci, bon, leur économie va être mauvaise. Hein. La détérioration des Pays-Bas de leur budget, ils estiment que ça va être 13,5 points de pourcentage. 13,5. La Belgique, bureau du plan, estime que la détérioration du budget va être 8,5 points de pourcentage. Qui a raison, vous croyez? Les Pays-Bas sont beaucoup trop prudents ou est-ce que nous, on est beaucoup trop optimistes? Alors, je crois que comment est-ce qu'on va résoudre ça? Les montants sont énormes. Alors, on va avoir des déficits pour une très très longue période. Ça veut dire quelqu'un va devoir les payer et c'est ou bien l'appauvrissement par l'inflation ou bien l'appauvrissement par des impôts. Et on a eu une dévaluation au début des années 80, c'est aussi une sorte d'appauvrissement. L'inflation, c'est aussi un appauvrissement. J'aimerais qu'on arrive à créer de l'inflation parce que ça, les gens ne se rendent pas vraiment compte qu'ils s'appauvrissent. Tandis que quand j'ai un déficit, imaginez-vous, un déficit de 90 milliards, et je veux le résoudre aujourd'hui, et j'essaye de trouver 90 milliards, ça veut dire que, par exemple, si j'ai les carnets d'épargne, ça voudrait, par exemple, dire, on ne va jamais faire ça naturellement, mais pour vous situer l'ordre de grandeur, ça veut dire impôt de 33% sur tous les carnets d'épargne. On a 280 milliards sur les carnets d'épargne, ça veut dire je prends un tiers et j'ai payé mon déficit de cette année-ci. Ça vous illustre l'ordre de grandeur du déficit. Alors, on ne va jamais s'en sortir sans pouvoir toucher à, à tout le monde. Alors, tout le monde va être impacté, tout le monde va devoir payer quelque chose. Et disons, les taxes sur les grandes fortunes, ce n'est pas quelque chose qui va apporter grand-chose non plus. J'ai fait une fois le calcul. Si on fait un impôt de 100% sur les 20 familles les plus riches de la Belgique, par exemple, Van Damme, de Spoelberg, je ne sais pas quoi, tous ces gens-là. Alors, je prends toute leur fortune. Alors, j'ai à peu près 65 milliards. Et l'année prochaine, je ne vais pas trouver des riches pour imposer de nouveau parce qu'ils vont avoir quitté le pays. Alors, ça, en fait, c'est un grand déficit et on va devoir le payer. Au mieux, le meilleur cas, c'est l'inflation. Au pire, ça va être une sorte d'impôt de crise qui va être grand, qui va être lourd, qui va être payé par tout le monde, mais ça va être quelque chose comme ça. Très bien, j'ai encore une petite dernière question, mais à mon avis très intéressante. Elle fait allusion à ce que j'avais mentionné dans mon introduction, qu'il y a aussi certaines initiatives qui doivent venir de nous tous.
et quelqu'un a lu un article vous concernant, où vous parliez vraiment d'une obligation pour chacun d'entre nous de veiller à maintenir notre niveau de compétence et accepter qu'en fait notre rémunération ne dépend plus de notre ancienneté dans un job, mais de la valeur de nos compétences. Ça, c'est une excellente idée. C'est quelque chose que j'ai déjà défendu pendant des années. Et quand on fait ça de cette façon-là, disons, la formation, l'éducation devient de plus en plus important. Ça veut dire que votre salaire, votre revenu, votre prospérité dépend de vos compétences, dépend de votre productivité et pas sur la manière dont votre syndicat a pu négocier avec votre patron. Alors, je trouve qu'il faut vraiment avoir quelque chose comme ça, mais de nouveau, ça va être une révolution en Belgique, mais on peut avoir aucun tabou dans cette crise et je crois que c'est quelque chose qu'il faut certainement considérer. Ok. Un tout grand merci. Merci pour votre temps et cette préparation excellente. Nous allons faire une petite pause pendant la vacances pour nous retrouver, comme je le disais tout à l'heure, le 18 août avec Philippe Donnet. Et on va parler spécifiquement du financement des coûts, du support, notre capacité à supporter les coûts du vieillissement, qui n'était déjà pas tellement grande avant le déclenchement de la crise sanitaire, d'où le titre, est-ce que maintenant ils ne sont pas devenus définitivement insurmontables? Fin août, le 31, nous aurons également le plaisir d'accueillir le professeur Pagano de l'UMONS pour tirer la première leçon des deux crises majeures que nous avons déjà connues au XXIe siècle, celle de 2008 avec son prolongement en 2010-2012 et celle-ci. Voilà, vous pouvez encore demander votre attestation via le chat pendant encore une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et à la prochaine fois. Au revoir.